Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de l'organisation du Relais pour la Vie, ici à Outigny, Louvain-la-Neuve, premier relais, vous le savez. Vous remercier pour votre présence. C'est important. Nous allons vivre ce moment ensemble parce que dans un Relais pour la Vie, il y a 3 moments clés. Le premier, c'était la cérémonie d'ouverture que nous avons réalisée tous ensemble. La cérémonie des bougies, c'est maintenant. Et demain, 15h, rendez-vous très important, la cérémonie de clôture. Alors, les 3 moments, il y en a un qui est particulièrement émouvant et très important. C'est la cérémonie des bougies. C'est un moment de recueillement pour tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le cancer. Mais c'est aussi un moment de recueillement, de mémoire, pour tous ceux qui malheureusement nous ont quittés beaucoup, beaucoup trop tôt. Et vous comme moi, on est tous touchés par quelqu'un dans la famille, un ami, voilà, quelqu'un de proche qui nous a quittés malheureusement par rapport à cette maladie. Donc nous allons vivre tous ensemble un moment particulièrement fort en émotion. C'est la cérémonie des bougies. Comment ça va se passer? Nous avons des témoignages forts. Je vous demande vraiment toute votre attention. Et nous allons ensuite réaliser un tour de piste, un tour de terrain, tous ensemble, dans un silence absolu. Et juste avant le tour, nous allons tous ensemble participer à 1 minute de silence. Voilà le programme. Merci pour votre attention. Alors, je vais laisser la parole à un homme qui a 70 ans, que j'ai eu la chance, moi, personnellement, de rencontrer à de nombreuses reprises. Pourquoi? Parce qu'il est à son 54e relais pour la vie. Entre autres, le relais de Tacoma, État de Washington, où tout a commencé il y a 35 ans, le Relay for Life. Je vous demande, s'il vous plaît, d'entendre le témoignage, et vous aurez l'occasion de l'applaudir après, de Philippe Fivet. Viens Philippe, viens me rejoindre. Merci, allez, on peut l'applaudir, Philippe. Un monsieur pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'estime. Est-ce que c'est bon, Philippe? Oui. Attends, je te diminue comme... Voilà, hop. Voilà. Philippe Fivet, merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présent à ce relais. Je m'appelle Philippe et j'ai été diagnostiqué en juin 2011 d'un cancer. Je me suis battu pendant des mois avec des chimios et compagnie. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours gardé l'espoir qu'un jour, il y aura un traitement pour les cancers. De plus, en 2017, de nouveau, le cancer m'a rejoint, ganglion œsophagien plus poumon. 14 chimios très, très agressives et 33 séances de rayons. En 2012, maintenant ça va, je suis en rémission complète. En 2012, par hasard, j'ai fait connaissance des Relais pour la Vie. J'ai intégré cette grande famille des Relais pour la Vie. Je crois que les partages que l'on peut trouver et qu'on peut rencontrer, les gens fantastiques et merveilleux qui sont dans les relais, valent la peine de vivre ces événements. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'espoir est là. Les thérapies évoluent. Il y a 30 ans, quand on disait cancer, automatiquement, on pensait cercueil. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le cancer et qui continuent à avoir une vie valable. Il ne faut pas baisser les bras, garder l'espoir, vivre positif. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, je ne saurais pas changer ce qui s'est passé hier. Ce qui se passera demain, je n'en sais rien. Je vis aujourd'hui. Et je crois que c'est un message que beaucoup de gens devraient comprendre. Merci. Philippe Fivet, 54 relais, incroyable, 70 ans, un exemple pour nous tous. Merci Philippe. On va accueillir, si vous le voulez bien, chers amis, Anita Legrave. Elle est battante et elle va témoigner. Anita, on y va. Merci. J'espère qu'on m'entend bien. Je suis un peu émue de ce que je viens d'entendre. Bonsoir à tous. Je m'appelle Anita et j'ai 61 ans. J'ai été atteinte par le cancer des bronches une première fois en 2009. Après plusieurs épisodes de pneumonie atypique,
de bronchite à répétition inexpliquée. Heureusement pour moi, le médecin qui m'a prise en charge, je devrais dire sous son aile, vraiment, n'a rien lâché, malgré les marqueurs négatifs sanguins et une bronchoscopie non concluante. Après une ponction transthoracique qui a révélé qu'il était grand temps d'agir, le lobe supérieur de mon poumon gauche a été enlevé en janvier 2010. J'ai repris le travail en septembre après des complications pour plusieurs côtes cassées. J'ai été suivie par scanner pulmonaire tous les 4 mois. En janvier 2011, une tache est apparue, cette fois sur le poumon droit, au lobe moyen. Insidieusement, le cancer s'était ancré une deuxième fois. Ce fichu cancer, on le nomme carcinome bronchiolo-alvéolaire, tout un programme, ou carcinome bronchique. Moi, je l'appelle simplement cette saleté ou cette saloperie. C'était en janvier 2013 et l'ablation du lobe a eu lieu en septembre. La première fois qu'on vous annonce un cancer, vous êtes confiant, on vous l'enlève, cette saleté. Moi, j'étais heureuse que ce soit fini, que c'était derrière moi. Je peux vous dire que la deuxième fois, l'annonce passe déjà très très mal. Même si je savais que les symptômes ne laissaient aucun doute, c'était bien ça, je le savais dans ma tête. Mais surtout, je savais que ma pauvre cage thoracique et mon organisme n'en pouvaient déjà plus. Alors, j'ai vivoté entre être malmenée et l'opération s'est bien passée, mais l'après-intervention a été très compliquée. Alors, on surnage entre doute, insomnie, questionnement. On se dit, à quand le prochain ? Et puis, paf, en mai 2016, lors d'un scanner de contrôle, qui me refait un coucou et qui revoit l'eau ? Une tache à gauche et cette fois un nodule à droite. Cette fois, c'était au lobe supérieur droit. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non au médecin. J'en peux plus. Je veux plus d'ablation. Alors, d'un commun accord avec ce médecin qui est mon ange gardien, on a décidé d'attendre et de surveiller l'évolution. Pendant 2 ans, j'ai connu tous les sentiments. La tristesse, la fatigue, surtout la colère, je dois l'avouer, les pleurs, la dépression, la famille qui ne comprend toujours pas ce qui m'arrive et qui est impuissante à m'aider. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de se bouger. J'ai donc repoussé pour la énième fois la porte de notre maison, la villa, notre havre de paix, où j'ai été portée à bout de bras par mes anges gardiens, écoutée par mes amis que j'appelle mes amis coquelicots. J'ai reçu des soins et j'ai rencontré de très très belles personnes qui m'ont tirée vers le haut. Et je me suis relevée une fois de plus. Et qu'avais-je à perdre de me battre et de tout tenter, d'aller frapper à toutes les portes ? J'ai rencontré un thérapeute d'ailleurs formidable en réinformation cellulaire et thérapie ondulatoire. J'ai renforcé mon mental, boosté mon système immunitaire. Je me suis battue, j'ai fait de la méditation, de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Et quand ça n'allait pas, j'ai chanté à tue-tête à en faire péter les carreaux de ma vitre toute seule. Quand je partais, j'étais désemparée. Je voulais craquer, mais craquer pour moi toute seule et pas faire pleurer ma famille. Maintenant, ça va. Je peux pratiquer des activités sportives et physiques plus intensives. À ce jour, la tache à gauche est stable et miraculeusement, le nodule à droite s'est résorbé. Je dis que j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai vu tellement de gens partir et perdre leur combat. Je regarde tout autour de moi et je suis remplie de gratitude pour les personnes dévouées à cette cause. En conclusion, je dirais que pour vaincre, nous devons trouver notre guerrier intérieur, cette résilience qui est notre capacité à tirer la force au plus profond de nous-mêmes pour avancer, surmonter et vaincre les défis et difficultés qui nous tombent dessus.
Cette résilience, elle a un nom, elle s'appelle l'espoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut affronter tout toute seule, ou tous tout seuls. Toute cette souffrance, c'est trop dur à porter tout seul. Entouré, on se sent tellement plus fort. Alors je ne remercierai jamais assez les bénévoles de la Villa qui m'ont aidé par-dessus tout, et tous ceux qui m'ont toujours accompagné, mon mari, mes enfants, mes amis, qui ne m'ont jamais lâché. Gratitude au fond et au FNRS, ainsi qu'aux chercheurs, ainsi qu'aux thérapeutes et aux télévies. Immense merci à tous. Merci à vous d'être là et merci de m'avoir écouté. Waouh. Fort, vous l'avez dit. Anita Legrave. Merci Anita. Merci pour ce beau témoignage. Important d'ailleurs. Alors, nous allons entendre, si vous le voulez bien, Lorise Moreau. C'est une battante également. Lorise, tu peux nous rejoindre. C'est également un témoignage. Merci d'être là. Voilà, bonsoir à tous. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Alors, pour moi, ça va être un petit peu de l'improvisation. J'ai noté pas mal d'idées. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité avant de venir témoigner, mais après, voilà, j'ai accepté parce que je me suis dit qu'il fallait aussi montrer un petit peu des visages pour donner du sens à cette marche de 24 heures, à ces batailles, et pour montrer aussi qu'on peut aller bien, malgré un parcours qui est difficile, qui a été difficile, et peut-être le sera encore, je ne sais pas. Donc en fait, j'ai été diagnostiquée d'abord en 2013, mon premier diagnostic. J'avais 34 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Je sortais tout juste de chez ma gynéco, je sortais tout juste de chez le généticien, parce qu'il y a une histoire de cancer du sein dans ma famille, et les généticiens m'avaient simplement dit que je n'étais pas suffisamment à risque. 3 semaines plus tard, j'étais diagnostiquée parce que je sentais une boule sous mon aisselle, et que j'ai été chez le médecin et j'ai dit dans ma famille, il se passe ça, je veux ça comme contrôle. Il n'y avait pas de contrôle à 34 ans, ça commence à 35 ans quand il y a des risques, 40 ans en général. Et donc voilà, après, tout s'enchaîne, tout va vite. Il n'y avait pas de critères de risque non plus. Le généticien me dit, bon, c'est l'effet Angelina Jolie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire d'Angelina Jolie, qui avait un gène qui l'a prédisposé au cancer du sein ou au cancer de l'ovaire. Et j'avais le même âge qu'elle. Il s'est dit, en voilà encore une stressée. Finalement, j'étais dans le bon, je sentais bien que j'étais fatiguée, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps, et je crois qu'il faut vraiment s'écouter. Et donc voilà, tout s'enchaîne. On passe d'un examen à un autre examen. On nous dit que c'est ça. Il faut annoncer à tout le monde, annoncer à toute la famille. Le plus dur, ça a été annoncé aux enfants. Mes enfants avaient 3, 7 et 10 ans. À cette époque-là, j'ai été une maman jeune, encore heureuse, que je n'avais pas attendu à 35 ans pour avoir des enfants, puisqu'après on m'a dit c'est non, simplement. Et donc comment on annonce ça à des petits? On annonce en fonction de leur âge, et puis on leur dit, vous inquiétez pas, c'est une maladie forte, ce que vous allez voir, c'est l'effet des traitements, c'est pas l'effet de la maladie. Je vais perdre mes cheveux, je vais être très fatiguée, il va se passer plein de choses, mais c'est parce que la maladie est forte, donc les traitements sont forts, mais moi aussi je suis forte. Et donc, pour la petite anecdote, il fallait bien leur expliquer pour les cheveux ce qui allait se passer, et je leur ai dit, mais écoutez, moi les cheveux vont tomber, je vais aller me faire raser les cheveux parce que j'ai pas vraiment pas envie de les voir tomber. Et donc j'ai dit, vous verrez, tout au départ, j'aurai les cheveux très très courts, donc vous pourrez m'appeler Maman Hérisson. Et puis après, je vais quand même mettre un petit bonnet parce que ça fait froid. Et donc, vous voyez, on a un petit peu une tête de pirate quand c'est comme ça, alors vous pourrez m'appeler Maman Pirate. Et puis, à un moment ou un autre, il n'y aura vraiment plus rien sur ma tête, alors vous pourrez m'appeler Maman Tête de Caillou. Et là, ils ont un peu rigolé, ils ont voulu voir après comment ça serait, ils ont vraiment observé tout ça. Et puis finalement, j'ai jamais vraiment perdu tous mes cheveux. Et donc, mon plus petit de 3 ans, une fois, avait l'air vraiment très, très déçu. Il m'a dit, maman, quand est-ce que tu seras tête de caillou, hein? Franchement, ça n'arrive pas. T'es hérisson, t'es pirate, mais pas tête de caillou. Bon, après ça, la partie difficile, ça a été aussi gérer le stress pour mes enfants, parce qu'on dit ce qu'ils peuvent entendre, on leur explique, mais en même temps, toutes nos angoisses sont là et on essaye de transmettre un minimum. Malgré tout, mon plus petit s'est mis à bégayer, ma grande s'est mise à faire des cauchemars,
Donc, heureusement qu'on trouve des relais à ce moment-là, des prises en charge par le PMS, par les psychologues, la psychologue aussi de la clinique qui m'a beaucoup aidée, qui a reçu ma grande fille. Et donc, voilà, en tant que maman, c'est ça qui est aussi très, très, très stressant parce qu'on a cette responsabilité vis-à-vis de nos enfants quand ils sont très jeunes. Et puis, par rapport à moi, c'était vraiment aussi comment me raccrocher à quelque chose, comment ne pas me laisser définir par la maladie. J'ai continué à travailler la plupart du temps de mon traitement, sauf pendant la radiothérapie, parce qu'on était parti pour chimio, immunothérapie, hormonothérapie, voilà, après l'opération, etc. Donc c'est un très, très, très long traitement. Mais j'ai voulu continuer à faire les choses qui étaient importantes pour moi, parce que je n'avais pas envie de me retrouver seule avec mes angoisses, avec mes craintes, et j'avais envie de continuer à avancer. Ça n'a pas été forcément positif parce que mon milieu professionnel était un milieu très stressant. On avait à ce moment-là un responsable qui était un responsable pour lequel on s'est séparés pour harcèlement professionnel. Et donc ça n'a pas forcément été une bonne chose. Mais à ce moment-là, c'était dans ma tête ne pas me laisser définir, faire autre chose, se raccrocher. Surtout qu'à l'hôpital, j'avais cette impression toujours, voilà, j'en ai discuté avec l'un ou l'autre on disait toujours Madame Moreau. Et j'avais l'impression que Madame Moreau n'avait jamais existé et que c'était une création hospitalière, que c'était quelqu'un d'autre en fait. Cette personne qui allait au traitement, qui entendait ces gens et qui était Madame Moreau n'était pas moi. Moi, j'ai toujours été Laurise et je n'ai pas été cette personne-là. J'ai toujours essayé du coup de dissocier ce qui était médical de ce qui était privé, de protéger ma famille. J'ai fait les traitements seule, mais à la maison, j'étais vraiment soutenue. Et je me rappelle encore de cette petite phrase que me demandaient, cette petite question plutôt que me demandaient tous les soignants, médecins, infirmières, et me disaient « Et à la maison, ça va bien ? Et vous êtes soutenus ?» Et je ne comprenais pas pourquoi c'était souvent la première question. Et j'ai compris en fait pendant le traitement, et j'ai aussi vu beaucoup de gens qui ont été abandonnés par leurs conjoints, pour qui des proches se sont aussi éloignés, des amis se sont éloignés. Et effectivement, le soutien au quotidien a été extrêmement important. Et mon mari a pris ce relais à ce moment-là, vraiment. Au niveau matériel, il a tout assuré depuis 6 ans. Alors, après tous ces traitements, surtout chimio, immunothérapie, ben voilà, on stresse. Mais j'avais cette idée, comme toujours, de différencier vie privée, vie professionnelle, vie médicale. Et j'avais cette expression dedans, j'étais rendue à la vie civile après 1 an et demi de lourds traitements. C'était vraiment comme si on m'avait pris une partie, et puis d'un seul coup, on me remettait avec tout le monde, et c'est ce côté vie civile, vie comme tout le monde, etc. Mais finalement, on a toujours été comme tout le monde, et je suis toujours restée la même personne. 3 ans plus tard, après le premier diagnostic, je suis retournée à l'hôpital pour faire pour faire mes examens de contrôle, et je m'étais fait mal au dos, simplement en prenant mon petit dans les bras, en le faisant tournoyer, en tournant, j'ai senti quelque chose qui me faisait mal dans le dos. Je passe mes examens, mes tests, tout le monde me dit que tout va bien. L'échographie du foie, tout va bien, madame. Vous avez peut-être le foie un petit peu gras, mais tout va bien. Scintigraphie osseuse, ah, mais vous vous êtes mal au dos, il y a un petit quelque chose, madame, mais vous inquiétez pas, vous vous êtes fait mal. Il n'y a rien. Radio des poumons, il n'y a rien. Je vais alors chez mon oncologue toute confiante, et il me dit, bah alors, tout va bien. Il me dit, il reste la prise de sang. On ouvre les résultats de la prise de sang, les marqueurs étaient juste au-dessus de la limite. Et c'est à ce moment-là, on a discuté tous les deux. Je lui ai dit, écoute, on voit quelque chose dans ma colonne. Il y a ce marqueur qui est juste au-dessus de la limite. Je ne pars pas en vacances quand c'est comme ça. C'était le mois de juillet. Je dis, je ne pars pas. Et il a réfléchi. Il m'a dit, oui, effectivement, il y a 2 petites choses. Mais tu t'es fait mal, t'inquiète pas. Le marqueur, il peut monter aussi pour un petit problème gynéco. Ne t'inquiète pas. Et ce petit problème gynéco s'est transformé en un cancer métastasé. Ovaire, foie, péritoine, les os. Des dizaines et des dizaines de métastases partout dans mon corps. C'était en 2016. Et donc là, à l'annonce, je crois que je me suis vraiment écroulée. J'ai hurlé. Il y a des infirmières qui m'ont récupérée en larmes. Et heureusement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis un petit coup de pied aux fesses et qui m'ont dit, écoute, petit à petit, on a des statistiques, mais des statistiques, ça reste que des statistiques générales, on ne sait pas ce qui va se passer pour toi. Et donc, on remet le pied là-dedans, on retourne à l'hôpital, on refait les chimios, on est refatigué, et tout continue. Et c'est un déferlement pour lequel il n'y a pas de nom. C'est bien pire que la première annonce. Il n'y a plus de sens, vraiment plus de sens à rien. Et donc, je crois que ce qui m'a fait me bouger le plus,
c'est quand justement on m'a dit « mais il y a tes enfants, est-ce que tu penses pouvoir leur dire que tu t'es pas battu ? N'abandonne pas, continue, on ne sait pas ce qui va se passer pour toi. » Et je crois que c'est la première phrase qui m'a fait me relever, continuer et me dire « écoute, il y a peut-être des choses à faire ». Ma mère était venue en 2013, elle habitait en France. Quand elle a su mon diagnostic, elle n'a pas hésité, elle est venue habiter en Belgique. Elle a fait un déménagement pour moi, pour s'occuper de la famille, pour s'occuper des enfants. Elle a été d'une aide précieuse après parce qu'elle a cherché tout ce qui était médecine intégrative, médecine complémentaire. Et donc, à partir de là, j'ai changé toute mon alimentation. J'ai fait du sport, j'ai géré mon stress. J'ai pris plein de compléments ou de médicaments, on va dire, qui sont utilisés à d'autres fins et qui m'ont sûrement aidé. Et au résultat, dernier contrôle après la chimio, rémission complète, tout avait disparu. Je suis persuadée que la chimio et l'immunothérapie ont fait leur rôle, mais je suis aussi persuadée que la médecine complémentaire, la médecine intégrative a énormément aidé. Je suis 3 ans après ce diagnostic de récidive et aujourd'hui, tout continue à aller bien. Je viens juste d'avoir, il y a 8 jours, mes résultats d'examen et je suis persuadée que tout va bien parce que plein d'autres choses ont été faites. Ce qui a été aussi mon moteur, c'est la colère que j'ai ressentie. Anita en a parlé avant, mais c'est vraiment une colère qu'il faut apprendre à maîtriser. On m'a souvent dit qu'il fallait abandonner cette colère. Ce n'est pas mon cas, je ne l'abandonnerai pas. Je pense que je ne l'abandonnerai jamais. Je suis en colère pour mes enfants, je suis en colère pour mes proches, je suis en colère pour moi-même. Je suis en colère contre cette maladie. Mais en même temps, cette colère, il faut savoir la gérer, l'utiliser à bon escient. Et c'est mon moteur. C'est ce qui m'a permis aussi de me relever. Ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est beaucoup d'humilité face à cette maladie, avec des gens qui m'ont été proches, qui sont partis, hein, d'autres qui ont fait aussi des récidives, qui sont aussi dans l'inattendu, on ne sait pas ce qui va se passer, mais qui ont de l'espoir, tant d'espoir que ça puisse aussi aller bien. J'ai appris à regarder plus loin que les courbes où on nous montre que X mois après, il y a tant de récidives, X mois après, il y a tant de choses qui se passent. Mais on peut voir ces courbes aussi d'une autre manière. On peut aussi regarder le fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi aller plus loin et on peut se raccrocher à ça et se dire qu'il y a de l'espoir. Il y a effectivement des traitements qui arrivent, mais il faut aussi pouvoir gérer là, maintenant, ces angoisses au quotidien et avancer. J'ai appris à me dire « sois douce avec toi-même », à ne pas dire « ça va tout le temps », à savoir utiliser cette colère et avancer vraiment pas à pas, même si vraiment le prochain pas semble toujours mouvant. Je me suis permis aussi de changer 2 fois de travail depuis l'annonce de ma récidive. Ça a été vraiment des gros paris, ça a été des risques qui ont été pris. Mais je dois aussi tout ça à toutes les personnes qui m'ont entourée, qui ont pris une partie de ma douleur, qui m'ont donné un coup de pied aux fesses. Et c'est pour ça que je suis aussi émue de passer la parole à la prochaine personne, à Zaina, qui est infirmière à la clinique, qui fait partie de ces personnes qui n'abandonnent pas, qui chaque semaine disent « mais allez, viens, on continue, on avance ». Tu ne sais pas ce qui va se passer, avance, avance, continue. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Lorise Moreau, merci les amis pour votre patience exceptionnelle. C'est important, c'est vrai, c'est pas toujours évident non plus, mais je le précise. Merci vraiment, de tout cœur. On va passer la parole à notre dernière intervenante, infirmière en oncologie et membre du comité. Je vous demande d'accueillir Zaina Zemlali. Eh bien, bonsoir à tous. Après ces témoignages émouvants, je souhaitais, moi, rendre hommage aux... Voilà. Donc, après ces témoignages émouvants, moi, là, encore plus près, c'est pas un exercice facile. Voilà. Donc, après ces témoignages émouvants, je souhaitais rendre hommage aux soignants. Voilà. Je souhaitais rendre hommage aux soignants qui, dans un contexte actuel de plus en plus difficile et un travail de plus en plus lourd et technique, parviennent à trouver le temps et l'énergie pour trouver les mots, qui réconfortent par leur présence, parviennent à rompre l'isolement du patient et à lui redonner l'espoir dans l'avenir. Combien de fois, malgré l'aspect dramatique de la pathologie, j'ai entendu patients et soignants éclater de rire. J'aimerais aussi rendre hommage à toutes ces structures œuvrant pour le bien-être du patient,
offrant une multitude d'activités, leur permettant de se ressourcer en dehors d'un contexte médical. C'est très court chez moi. Je terminerai en vous remerciant, vous les équipes, pour cette première édition. Merci aux bénévoles, aux battants, merci au comité, merci à tous. Comme cela, je n'oublie personne. Voilà. Merci Zaina Semlali, infirmière en oncologie. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui vous aident aussi, qui sont avec nous, toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes, enfin, tous les médecins, tous ceux qui sont avec nous, autour de nous, pour vous aider. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons tous ensemble, si vous le voulez bien, penser à tous ceux qui nous ont quittés, et malheureusement trop nombreux. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, dans un silence absolu, vraiment, 1 minute de silence, tous ensemble. Je vous remercie. Merci à tous, vraiment. Merci beaucoup. Je vous propose, tous ensemble, si vous le voulez bien, un tour de terrain. Nous allons, avec nos témoins ici, à l'instant, devant vous, se diriger devant la ligne de départ. Et si vous le voulez bien, tous ensemble, une fois de plus, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, j'insiste, dans un silence absolu. Ça dure vraiment qu'un tour de terrain, mais j'ai vraiment besoin d'insister parce que ce n'est pas souvent respecté et ça le sera ici, à Outigny-Louvain-la-Neuve. Un tour de terrain dans le silence absolu. Nous allons démarrer ce tour tous ensemble. Vraiment, merci pour votre patience et votre compréhension. Bravo et merci. On va attendre avant de démarrer, si vous le voulez bien, j'arrive, et on va démarrer sur la musique de Marie et Louise. Alors Marie et Louise, quand vous êtes prêtes, vous pouvez démarrer. Hop là. Alors nous allons partir d'ici, les amis. Je me retrouve juste devant et je vous invite vraiment à me rejoindre et à démarrer. On y va. Merci à tous pour votre patience. Venez, on y va. Un tour dans le silence absolu. Merci à tous. Frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubannes et m'embrionnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon autre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas dits,
serions l'infini. Et si l'un de nos deux tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre, entre ciel et fruits, mais jamais trop loin de l'autre. Nous serions maudits. Tu seras ma dernière seconde, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. I don't know you, but I want you all the more for that. Words fall through me and always fool me, and I can't react. You have suffered enough, and what with yourself? It's time that you won. Take this
Je vous invite à applaudir Marie Michotte et Louise Montoisy du groupe 21st of June. Merci les filles, vous avez été extraordinaires. Grand moment. Merci. Grand moment que nous avons vécu ensemble.